Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Le Goûter, le podcast qui va à la rencontre de créatifs qui donnent vie à leurs idées. Nous sommes le 23 juillet, c'est la suite de l'épisode du 16 juillet sorti avec Julie Barbeau. Aujourd'hui, nous allons écouter Julie nous parler de sa carte blanche et l'écouter répondre aux différentes questions bonus. Bonne écoute. Miam 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 miam. Nous revoilà du coup de la pause, nous sommes le 23 juillet. Nous sommes toujours avec Julie, qui est toujours artiste brodeuse, ça n'a pas changé. Toujours. Et nous sommes revenus du coup pour la carte blanche. Quel est ton sujet, Julie ? J'ai envie de vous parler de photographie, parce qu'au-delà d'être artiste brodeuse, je suis aussi photographe. Donc je mène un projet photo depuis peut-être maintenant un an et demi, et ça vient un peu en résonance avec quelques petites choses qu'on s'est dit précédemment. Ce projet-là, donc c'est un projet photographique que je mène uniquement à l'argentique. Il est centré autour de personnalités créatives, donc un petit peu de la même manière que toi tu animes ce podcast. L'idée c'est de rencontrer des personnalités de tout type de métier, tout type d'art, d'artisanat, tout type de profil qui crée des jolies choses. Et donc à ce propos, il y a une exposition en ce moment qui est présentée, que je présente sur ce projet à Nantes, à l'atelier argentique. Et donc ce sont les prémices de ce projet-là qui sont présentées sur l'exposition. L'idée principale à travers ce projet, c'est d'aller à la rencontre donc, de ces personnalités-là, de photographier leur univers, leur atelier de création, leur matière, leurs matériaux, leurs outils, tout ce qui va définir en fait leur univers propre, sans spécialement s'attacher à prendre des gestes ou des mains ou des choses un peu standards, mais vraiment de promener mon œil dans l'atelier et d'arriver à capturer des petits détails qui vont raconter la vie de l'atelier, et en les mettant côte à côte, bout à bout, un petit peu comme les pièces d'un puzzle, que chaque photo raconte quelque chose, et que lorsqu'on les met tout ensemble, ça raconte vraiment la vie de l'atelier de façon très subjective, parce que clairement c'est mon œil qui va capter des choses que peut-être l'artisan ou l'artiste ou la personne en face ne portera pas d'intérêt. Mais moi, voilà, je m'attelle à photographier des choses que je trouve jolies, que je trouve en résonance avec la personnalité de cette personne-là, que soit je connais en amont, soit pas spécialement, soit que j'ai appris à connaître de par ce projet-là. Mais l'idée, c'est vraiment d'aller à la rencontre de ces personnes-là. Et donc de réaliser des petits reportages comme ça. J'aime bien dire que ce sont des petits documentaires poétiques, quelque chose de complètement subjectif, mais qui documente un peu la vie de l'atelier. Et puis ensuite de faire un portrait de cette personne-là, donc toujours à l'argentique, et un portrait de façon très simple pour raconter cette personne, mais en toute humilité, dans son univers de création, alors soit avec des œuvres en arrière-plan, soit avec son quotidien, son atelier, peu importe, on essaie de trouver une mise en scène qui parle et qui soit aussi rassurante et confortable pour cette personne-là. Donc ça, c'est un peu la façon dont je fonctionne, et l'idée à travers ce projet, c'est d'essayer de définir plutôt par l'image tout ce qui va raconter la création au sens large, plutôt que par les mots. Aujourd'hui, moi avec mon métier, je suis artisan d'art, je suis artiste, je suis brodeuse, je suis photographe en plus, donc ça rajoute de la complexité, et on me demande souvent de mettre des mots sur mon métier. On essaie de me mettre un peu dans une case, et moi j'ai juste pas envie d'être dans une case. Alors effectivement on est obligé un minimum pour que les gens comprennent un peu ce qu'on fait et ce vers quoi on a envie d'aller, surtout quand on débute. Mais ça m'agace un petit peu cette systématisation de vouloir toujours catégoriser les gens en tant que non, si t'es artisan, t'es pas artiste. Et inversement, si t'es artiste, t'es pas artisan. Mais du coup, t'es designer, mais non, t'es pas designer, t'es artisan. Enfin, tu vois, il y a toujours ce rapport aux termes précis qu'on a envie d'appliquer, et l'étiquette qu'on a envie de mettre sur les métiers des gens et sur les personnalités des gens, alors qu'il peut très bien être ébéniste, designer, artiste, il fait des tableaux, il fait des meubles, il fait du mobilier, il fait de l'installation, il dessine, il peut faire plein de choses, il n'y a pas de souci, il fait tout ça très bien, et ça reste la même personne, et ça fait partie de sa personnalité, et c'est ce qui le définit en fait. Donc j'ai vraiment envie de raconter plutôt par l'image ce qui va définir la personne, plutôt que par les mots, en essayant de mettre des étiquettes. Et l'idée, c'est que chacun un peu s'approprie ces univers-là, qu'il arrive à en voir
ce qu'il veut, que chacun décèle ce qui lui parle ou pas, parce que moi, ce qui a attiré mon œil, c'est pas spécialement ce qui va attirer, ce qui va résonner dans la sensibilité de quelqu'un d'autre. Donc c'est vraiment l'idée, c'est de montrer voilà cette rencontre et puis que chacun un peu fasse son chemin et fasse résonner ses émotions en fonction de mes images. Donc là, j'ai commencé, ce que je te disais, il y a 1 an et demi, à parcourir quelques ateliers, à mettre en place cette démarche-là, parce qu'au début, c'est pas venu comme ça en claquant des doigts, c'est à force d'aller à la rencontre d'ateliers et à force de faire des photographies et à force de parler avec les gens que je me suis rendu compte que déjà d'une, c'était un sujet qui me travaillait beaucoup parce que je suis confrontée à cette question-là au quotidien et que ça me pose des fois problème dans certains dossiers ou certaines choses où tu peux pas participer à tel événement si tu n'es pas entre guillemets artiste ou si tu n'es pas artisan d'art, enfin voilà, et ça te bloque des portes alors qu'au final, de façon complètement objective, le résultat est le même, mais la dénomination change et c'est ça qui peut te fermer des portes à certains moments. Donc ça me questionne beaucoup. Et je pense que d'aller à la rencontre des gens comme ça me permet aussi d'échanger sur ce sujet-là, de voir d'autres points de vue et de parler de ça de façon un peu plus décomplexée et de façon un peu plus émotionnelle, tout simplement. Donc là, j'ai rencontré jusqu'à présent 3 artistes, artisans, on peut les définir comme on veut, 3 personnalités qui sont exposées à l'atelier argentique, donc sur cette première exposition. Et j'ai commencé de nouvelles rencontres aussi sur Nantes. Mais l'idée, c'est aussi que ce projet-là, il prenne une ampleur sur du très très long terme. Hein. Je ne laisse pas, je ne ferme pas de porte et j'ai envie que ce projet-là évolue au fur et à mesure et que j'accumule des rencontres un peu comme un inventaire photographique en quelque sorte et d'accumuler les rencontres, les portraits et les reportages et de faire des petites typologies comme ça du secteur artistique, mais de façon un peu émotionnelle, un peu subtile, qui résonne de façon différente selon chacun, quoi. Donc c'est un projet de plutôt grande envergure que j'ai envie de mener sur du très long terme et que je commence tout juste. Donc je présente les prémices de ce projet-là sur l'exposition. C'est jusqu'au 7 août. En fait, je me trouve vachement dans ce que tu dis. Le fait d'aller voir des gens, bah, c'est le principe du podcast Le Goûter, d'aller voir des gens et leur laisser, voilà, moi c'est tout avec la parole du coup, plus qu'avec l'image, et leur laisser le temps de discuter, d'expliquer ce qu'ils font justement, et le fait d'avoir les étiquettes, moi c'est le truc qui me, enfin, je vois flou. Genre par exemple, alors ça va peut-être hérisser les poils de certains, mais pour moi, graphisme et illustration c'est pareil. Ça reste un moyen d'exprimer avec un média, surtout en plus de plus en plus numérique. Donc, au final, oui, il y a des trucs qui se ressemblent, et puis quand on m'explique ce que c'est que la différence entre un graphiste et un illustrateur, on me dit qu'un illustrateur peut faire du graphisme. Voilà. Et au final, c'est ce que tu dis avec les métiers d'art et les artisans, au final, il y a quand même beaucoup de moyens qui se recoupent, et dans tous nos métiers, on a des composants qu'on fait, type de la comptabilité, de la gestion, et pour autant, on n'est pas comptable, on n'est pas gestionnaire, mais c'est une partie de notre activité. Donc si on peut découper, slasher, ce qu'on veut, je suis d'accord avec toi, c'est des mots, on s'en fout. Mais c'est ça, exactement. L'idée, c'est de saisir plutôt quelque chose de l'ordre de l'impalpable, en fait, d'arriver à comprendre sans forcément le définir, mais que chacun arrive à se projeter sa propre vision de qu'est-ce que c'est le secteur artistique. Et en plus de ça, moi, avec ce projet-là, j'ai envie d'ajouter une dimension, c'est que le projet s'appelle Là où naissent les jolies choses. Donc au-delà de définir uniquement le secteur artistique, j'ai envie de définir ce que moi je trouve joli. Et dans le sens où pour moi l'art doit avant tout être beau et donc je vais aller vers les gens qui créent des choses qui me plaisent moi personnellement et que je trouve jolies, quoi. Je vais pas dans le secteur artistique, il y a beaucoup de choses. Il y a des choses de l'ordre du conceptuel, il y a de l'art presque politique, il y a des choses plus de l'ordre du sens, du concept, que de l'esthétique pure. Et moi, j'ai choisi quand même de prendre le parti pris d'aller voir des gens qui créent des choses visuelles et qui visuellement me satisfont. Je ne sais pas si ça se dit, qui me plaisent en tout cas. D'aller voir voilà, des gens qui créent des choses que moi j'aime voir, que je trouve agréables et que potentiellement j'aurais envie de m'approprier, quoi, tout simplement. C'est qui les trois personnes que tu as choisies?
Donc là, les trois personnes que j'ai pris en portrait, qui sont exposées à l'atelier argentique sur l'exposition, il y a Juliette Lemaguerès, qui fait donc des illustrations de papier peint à la main, donc avec de la peinture et ses petits pinceaux. Elle va dessiner et peindre sur des laits de papier peint qui sont juste magnifiques. Celle qu'on voit en couverture de l'expo. Oui, c'est ça, c'est l'affiche de l'exposition, tout à fait. Donc voilà, Juliette. Ensuite, il y a Thomas Braque de la Perrière, qui est graveur héraldique, qui est à Nantes aussi. Et puis il y a Marion Placet, qui fait du tissage et du design textile et tout ça. On met les mots qu'on veut derrière, mais elle s'appelle Marion Placet. Elle fait des choses magnifiques. J'ai des questions de noob total, mais tu dis de la photographie argentique. C'est quoi de la photographie argentique? La photographie argentique, c'est la photographie à l'opposé de la photographie numérique. C'est donc quand tu as besoin d'utiliser des pellicules, de faire des développements dans de la chimie et de faire des tirages avec un filtrage à l'agrandisseur que tu repasses dans des chimies. Enfin, il y a vraiment ce rapport à l'objet et à la matière, même d'un point de vue photographique. En fait, c'est chimique la réaction qui se crée entre la lumière et la pellicule. Et après, dans tous les bains et dans tout ce qui va se passer derrière en termes de matière, mais il y a vraiment ce rapport à l'objet qui pour moi est vraiment primordial dans la photographie, quoi. Je ne peux pas envisager une photographie sur un écran. Pour moi, ça n'a pas de sens. J'aime l'objet, j'aime cet objet, même encadré. Enfin voilà, d'avoir l'objet en main, la photographie est un objet, donc je l'envisage en tant que tel. Donc l'argentique, c'était clairement tout à fait adapté. En fait, c'est tout ce qui n'est pas avec un écran et que tu peux supprimer directement. En gros, ok. C'est ça, exactement. Tu ne vois pas ta photo une fois que tu la prends, donc il faut avoir un minimum de technique. On en revient à la technique et au geste et au savoir-faire. C'est pas, tu fais pas 15 photos pour en jeter 14, quoi. Tu fais une photo et puis voilà, c'est tout. Et au mieux, elle est bien. Et si elle est pas bien, bah tant pis pour toi, tu vois. Mais t'en auras pas fait 12 derrière qui te serviront à rien, quoi. Tu choisis, tu prends le temps. Il y a aussi une relation au temps qui est super importante. C'est-à-dire que c'est aussi une relation humaine, en fait, parce que quand quand je vais chez les gens dans les ateliers faire des photos, ça peut paraître un peu intrusif de dire ok, j'arrive avec mon appareil photo et je vais prendre en photo tous les petits détails qu'il y a chez vous. Ça peut faire peur, mais l'idée c'est vraiment de prendre le temps. Je photographie pas tout de suite. Si je connais pas la personne, on va prendre du temps pour discuter un petit peu avant, pour qu'il s'habitue à ma présence. On va pas faire un portrait tout de suite alors qu'on se connaît pas. C'est aussi pour ça que je fais des reportages avant de faire le portrait. C'est aussi pour que la personne s'habitue à ma présence. Que moi je me familiarise avec son univers, avec son atelier, et que j'essaie de voir, que j'essaie de comprendre aussi comment fonctionne cette personne-là, d'avoir un peu sa personnalité. Et puis je vais aller chercher des cadrages, mais je peux passer 5-10 minutes à observer une scène qui m'intéresse, à regarder un petit amas d'objets, une lumière qui tombe sur un bout de coin d'atelier avec 3 outils posés là, et je vais chercher comment composer mon image. Je ne vais pas dire ah ça c'est joli, hop je fais la photo. Je vais vraiment chercher ce qui m'intéresse là-dedans, essayer de composer le cadrage. Alors effectivement il y a les réglages aussi à prendre en compte, parce qu'en fonction de la lumière, en fonction de la disposition et de comment se positionne tout ça dans l'atelier, ça se passe pas de la même façon, mais l'idée c'est vraiment de prendre le temps de choisir chaque cadrage, chaque image, et puis d'assumer ses intentions, quoi. Ouais, c'est vrai. Mais du coup, t'as dit le mot que dans la partie du 16, là, la lumière, c'est le lien entre les deux, entre la photo et ton travail de broderie. Mais oui, oui, tout à fait. Et c'est pas pour rien que je me suis mise à la photo. C'est que ça revient d'ailleurs à mes années d'études en broderie, où mon projet de diplôme, c'était un projet qui mêlait le physique, donc la broderie, à tout ce qui est impalpable. Et on retrouve cette idée de la lumière, on retrouve cette idée de la connexion avec les personnes, de créer vraiment de l'émotion entre l'œuvre et la personne qui va regarder l'œuvre, et avec son environnement, donc avec la lumière. Enfin, il y a vraiment une interdépendance là-dessus. Et j'avais hybridé mes broderies avec des procédés de photographie argentique. Donc j'avais fait quelques petites expérimentations de l'ordre du photogramme, donc de poser mes broderies sur des papiers photosensibles, puis de les développer dans de la chimie pour voir comment la broderie pouvait se prêter au jeu du développement et du processus argentique.
Et donc voilà, c'est vraiment un univers qui me fascinait, ce côté vraiment qu'on maîtrise pas, ce côté impalpable, parce que c'est la chimie, donc bon, bah, ça existe quelque part, mais il y a quand même ce côté un peu magique quand on développe sa première photo dans des bains, dans une chambre noire en labo argentique, c'est magique, quoi. La photo se dessine comme ça, petit à petit sous nos yeux, alors qu'il n'y avait rien, il y a juste de la lumière et des objets entre la lumière et le papier, quoi. C'est juste ça. Et je trouve ça un peu magique, quoi. Il faut 3 bains différents, je crois. Mmh, tout à fait, tu as le révélateur qui va donc révéler ton image, le bain d'arrêt qui va stopper l'action du révélateur parce que si tu le stoppes pas, il continue et après ton image, c'est trop tard, c'est parti. Et le fixateur qui va donc fixer ton image sur le papier. Plus la lumière rouge, t'as une lumière rouge, non? Ah bah tout à fait, bah oui parce que le papier il est sensible à tous les rayonnements de lumière sauf celle-ci, sauf la rouge. J'ai l'impression que c'est devenu pas rare ni antique, tu vois, mais en grande surface, tu ne trouves plus de pellicule photo. Ça se perd beaucoup et à mon grand désarroi. Et, là, l'atelier argentique, donc là où j'expose, c'est le labo avec lequel je travaille pour développer mes films, faire mes planches et faire mes tirages. Ce labo, il a ouvert, je ne sais plus quand, ça doit faire, je ne sais plus s'il y a 1 an ou 2 ans, enfin bref, c'est assez récent à Nantes. Mais par contre, elles ont décidé de se spécialiser uniquement dans la photographie argentique. C'est-à-dire que tu viens avec ta pellicule parce que tu avais un appareil photo jetable ou je sais pas quoi, ils te la développent. Ils peuvent te faire des scans, mais par contre, si tu veux des tirages papier, et ben forcément ça va coûter cher parce qu'elles vont te faire chaque tirage à la main, manuellement, en gérant les contrastes, la filtration des couleurs, vraiment comme tu l'entends. Enfin, vraiment, elles vont passer du temps sur chaque image pour sortir un tirage de qualité. Et moi, c'est ce que j'aime dans leur travail, c'est que du coup, moi, je choisis chaque cadrage, je choisis chaque image, je prends du temps dans les ateliers pour composer mes images, mes photographies. Et derrière, je sais que je suis accompagnée par les personnes de ce labo-là et qu'elles vont m'aider à avoir une image finale à la hauteur de mes espérances parce qu'au-delà de prendre la photo, derrière au tirage, il y a vraiment des choix à faire et des directions alors qui pourraient ne pas se voir à l'œil nu, mais c'est vraiment de l'ordre un tout petit peu plus sombre de ce côté-là, un petit peu plus clair par ici, là c'est un petit peu trop bleu, là c'est un peu trop jaune, et ça se fait de façon artisanale et je trouve ça juste fantastique, quoi. C'est bien où ça vient le mot tirage d'art ou rien à voir? Oui, bah, le tirage c'est ça en fait, c'est d'agrandir un négatif sur du papier, et c'est l'épreuve photographique, c'est le tirage, c'est ça en fait, c'est l'objet. Ah, c'est plus du tirage que de l'impression du coup. Oui, c'est ça, l'impression c'est forcément numérique. Une fois que tu as fait un tirage avec une pellicule, tu peux en refaire ou c'est fini? Non, en fait, ta pellicule, donc tu as tes négatifs sur un film là que tu peux tenir entre tes mains, qui est très fragile. Et ça, c'est un peu la partie qu'il faut vraiment pas que tu perdes ou que tu abîmes parce que c'est ton image. Physiquement, il y a que ça en fait qui reste de ton image et c'est à partir de ça que tu vas faire tes tirages. Tu vas placer ce négatif dans l'agrandisseur et puis en l'exposant après, tu vas pouvoir faire des petites choses sur le papier, faire tes réglages et tout ça pour obtenir l'image. Mais la base, ça reste ton négatif. Donc si ton négatif, tu le coupes en deux, bah, plus jamais ton image, tu pourras la tirer, quoi. C'est vraiment un objet en tant que tel. Et il y a des photographes qui travaillent par exemple à la chambre photographique. Donc, tu sais, c'est une grosse boîte où tu mettais le drap sur la tête là, pour faire des photos. Alors tu peux mettre des plaques de verre dedans, tu peux mettre des plaques de plexi ou des choses comme ça. Et du coup, tu obtiens des images uniques. Ah, ça s'imprime dessus? Ouais, c'est ça en fait. J'en ai une là chez moi, un portrait de moi qu'on avait fait à l'école avec un photographe qui était intervenu. Et donc, il utilise du collodion. Et en fait, c'est une émulsion qui va venir mettre sur une plaque de plexi noir. Et l'image, elle va donc se former sur cette plaque-là, parce que c'est cette émulsion qui va être sensible à la lumière. Et après, en la développant dans les bains, tu révèles cette image et puis tu l'obtiens sur ton plexi. Mais cette image, elle est unique. Du coup, cette photographie, tu ne pourras jamais la reproduire parce qu'elle est sur un support opaque, rigide. Et donc, tu peux pas. C'est pas comme un négatif qui est transparent que tu peux ensuite tirer en plusieurs exemplaires. Là, la photographie est unique, quoi, et je trouve ça beau d'avoir une pièce unique en photographie parce qu'aujourd'hui, une fois que tu as même en numérique,
Une fois que tu as ton image numérique, tu peux l'imprimer des milliers de fois si tu veux. Une fois que tu as ton fichier, ça peut être très rapide, quoi. Alors que là, l'objet photographique, il n'est pas reproductible. Ça pensait à un film avec Sean Penn dans La vie rêvée de Walter Mitty. Oui. Je sais pas si tu l'as vu, où justement il photographie un lynx des neiges. Et toute l'histoire du film, c'est justement de retrouver cette fameuse pellicule. Et sans la pellicule, ils peuvent pas faire le tirage dans le magazine. Et ça me fait penser à ça. Exactement, bah, c'est ça. Mais c'est toute la magie de l'argentique et c'est pour ça que la photographie fait aussi partie des arts. Enfin, c'est que du coup, un tirage. Après, tu pourrais aller à l'extrême, c'est-à-dire que dans, dans les arts visuels, une photographie, tu peux la tirer jusqu'à 30 exemplaires pour qu'elle soit considérée comme une œuvre d'art. Et si tu fais plus de tirages que ça, bah, elle perd le statut d'œuvre d'art. Bon, c'est possible, hein, mais c'est juste que officiellement, tu ne peux plus l'appeler tirage d'art ou œuvre d'art. Et ben, il y a des photographes, si tu travailles à l'argentique, au bout de 30 tirages, tu coupes ton négatif. Tu es sûr que tu n'auras jamais plus de 30 images de cette photographie-là, quoi. C'est quand même presque symbolique, mais quelque part d'avoir l'objet et d'avoir la matière en tant que telle, ça rend concret les choses aussi, parce que la photographie c'est très virtuel, même si c'est argentique, ça peut être très virtuel dans le sens où c'est pas palpable. Mais là, ça devient concret dès que tu as l'objet en main, quoi. Toi, tu as une vocation derrière de vendre les photos dans l'exposition ou c'est pour ton travail Alors, les tirages sont en vente dans l'exposition. L'idée, c'est au minimum de financer ce projet, quoi. Parce que bah, ça a un coût de faire de la photographie, surtout quand on fait de la photographie argentique. Que ce projet-là, j'ai aussi envie de le montrer. Ça a une vocation presque pédagogique, dans le sens où c'est surtout pour essayer de saisir autrement les choses sur le secteur artistique. Donc j'ai envie que ça se développe, que l'on monte encore d'autres expositions et que j'aille encore plus à la rencontre de personnalités, peut-être après de sortir, je sais pas, une édition, un ouvrage d'art ou quoi que ce soit qui recense toutes ces rencontres-là. Enfin voilà, ça fait partie des projets que j'ai à long terme, mais forcément, à un moment donné, il faut financer aussi ce projet. Et donc la vente de tirage permet d'avoir un minimum de revenus pour pouvoir assurer au moins les coûts de production de tout ça, quoi. Donc oui, les tirages sont en vente à l'exposition. C'est juste quoi comme matériel? Alors, grande question. Pour les reports, en fait, si c'est intéressant d'en parler de ça parce que ça a vraiment une influence sur la façon dont j'aborde le projet. C'est-à-dire que la première fois que je vais chez les gens, donc je fais des photos de reportage, des petites vues d'atelier, et là j'utilise un réflexe. Donc en 24-36, c'est communément le plus connu en termes de format de pellicule, c'est du 35 mm. Donc c'est les petites capsules là qu'on met, enfin, que la plupart des gens connaissent. Ça donne des images assez petites et l'avantage c'est que ça me permet d'être plutôt discrète dans le sens où l'appareil n'est pas trop imposant et puis j'ai une flexibilité dans mes mouvements aussi où je peux facilement me déplacer dans l'espace et chercher des cadrages, donc l'appareil ça reste un réflexe. Et après je change de matériel quand je fais le portrait de la personne. Je passe avec un moyen format, on appelle ça. Donc là, on m'avait prêté des moyens formats de la marque Hasselblad qui permettent de faire des photos au format 6 par 6 cm. Donc ce sont des photos carrées. Le négatif est beaucoup plus grand, donc la qualité d'image, elle est nettement meilleure. Et puis la façon de prendre la photographie diffère aussi complètement, c'est-à-dire que cet appareil-là, au lieu de mettre ton œil dans le viseur comme tu ferais avec un réflexe classique, c'est une visée poitrine, ce qu'on appelle, c'est-à-dire que l'appareil photo, tu le places au niveau de la poitrine ou au niveau du buste, et tu regardes par-dessus ton appareil qui va te viser en fait ton sujet qui est en face de toi, mais tu ne regardes pas le sujet directement. Donc en fait, enfin je sais pas si c'est très clair, mais tu as un système qui te permet de voir par le dessus ton image sans regarder directement ton sujet. Donc il y a quelque chose de peut-être moins effrayant, de moins intrusif et de peut-être plus respectueux aussi envers la personne. Je trouve que c'est une démarche intéressante pour ce projet-là en tout cas. Et même moi, dans ma façon de photographier, je suis beaucoup moins mobile avec cet objet-là en main parce qu'il est plus gros, il est plus lourd, il est plus imposant.
Je suis vraiment plus restreinte dans ma façon de cadrer parce qu'il faut que je regarde par le dessus. Donc si je veux faire des cadrages un petit peu alambiqués, je suis un peu plus, un peu plus contrainte. Et du coup, ça oblige à poser les choses. Donc le portrait, moi, j'ai pas envie de faire une séance de portrait en un quart d'heure. L'idée, c'est vraiment de composer l'image avec la personne qui est en face de moi. Mais de façon très simple, presque à la manière d'un portrait, je sais pas, d'un roi de je ne sais quand. L'idée, c'est vraiment de penser la photographie comme une peinture et de poser les choses et qu'une fois que la personne elle est en face de moi, voilà, je cherche pas je cherche pas à avoir une expression, un rire, quelque chose. Je cherche vraiment à voir la personne telle qu'elle est. Et peu importe si elle sourit ou pas, si elle... Alors je demande toujours aux personnes de me regarder parce que c'est quand même la ligne directrice de ce projet-là. Tous les portraits sont composés comme ça. Et ça permet d'avoir vraiment une connexion forte en fait sur la photographie quand on va voir la photographie, quand les visiteurs vont voir la photographie, d'avoir le regard frontal, ça apporte quand même une présence et une connexion que l'on n'aurait pas autrement. Et donc je cherche ça. Donc, et ce boîtier me permet ça, me permet de vraiment poser les choses et de construire mon image avec la personne parce qu'on cherche ensemble, mais je vais diriger sur des mouvements très, très légers, décroise les jambes, baisse un peu le menton, tourne un peu les épaules, mais ça va être très subtil, mais juste pour que j'arrive à trouver une certaine forme d'équilibre et d'élégance dans la posture, quoi. Trop bien. Là, on a passé sur la carte blanche, on a appris plein de trucs. Enfin, en tout cas, j'ai appris vraiment plein de trucs sur la photo et tout. J'en suis ravie. Ça me donne envie d'apprendre plus de choses. Je pense que je te reposerai des questions parce que je te dis, j'ai reçu une chambre, une lightbox pour prendre des bonnes photos et tout. Et ben avec plaisir. Miam 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 miam. On arrive du coup aux questions bonus. Quel est ton mot préféré? Je dirais que c'est élégance. Trop bien. Est-ce que tu peux du coup nous donner des trois noms pour donner envie aux gens qui nous écoutent d'aller les voir? Alors on en a parlé un petit peu, mais Marion Placet, elle fait des choses fantastiques. Elle est à Nantes. Elle fait du tissage, du design textile. Elle fait des tableaux, des échantillons, plein de projets aussi qui fourmillent. Elle a une créativité débordante, donc vraiment allez voir son travail, Marion Placet. Une autre personne qui fera bientôt partie de mon projet photo, avec laquelle on a fait déjà une séance photo, mais qui ne sont pas pour l'instant publiées, c'est Angélique Chensek, qui est pareil dans une démarche à la croisée entre l'art, l'artisanat, le design. Elle fait de la sculpture, elle fait de la broderie, elle travaille le métal avec des matériaux de récupération qu'elle chine dans des casses automobiles. Et elle arrive à faire des choses juste incroyables, d'une délicatesse folle avec ces matériaux-là. Donc c'est très très beau. Et une troisième personne, Laura Orliac, c'est une artiste peintre que j'ai découvert il n'y a pas très très longtemps à la galerie Sabrina Lucas justement. On en parlait un petit peu en off tout à l'heure. Elle fait des peintures vraiment très chouettes, très géométriques, donc j'aime beaucoup forcément ce qu'elle fait. Abstraite, c'est assez solaire ce qu'elle expose en ce moment à la galerie. Il y a aussi cette idée de la lumière qui moi me fascine et qui elle est au centre de ses préoccupations et ça se ressent vraiment dans ses toiles, donc voilà, je vous invite à aller voir son travail aussi parce que c'est très chouette. Trop bien, on ira voir. Même moi, j'irai voir. J'aime bien à chaque fois en plus, parce que moi aussi, ça m'aide. Bah oui, ça te permet de rebondir. Mais c'est trop bien parce que j'apprends plein de choses, j'en prends plein les yeux et c'est trop cool. Du coup, c'est le moment de la question un peu célébrité. Est-ce que tu as déjà croisé quelqu'un de connu et il y a eu un truc un peu improbable qui s'est passé à ce moment-là? Ben, alors, je crois pas avoir déjà rencontré quelqu'un de connu, ou en tout cas pas une anecdote de folie. Enfin, après, ça dépend ce que tu appelles par connu, quoi, parce que ça peut être quelqu'un qui est pas tout à fait connu, mais en fait, que tu admires et que tu kiffes vraiment, et quand tu la rencontres, il se passe quelque chose. Mais même ça m'est pas arrivé. Ah si, alors, par contre, une fois, à l'inverse, j'allais chez l'encadreur, donc chez Artem, Sandrine, qui est passée dans le podcast. Et donc, je vais chercher un cadre et elle me raconte que l'une de ses clientes a appris que Artem encadrait donc mes broderies
et qu'elle était complètement fascinée en disant mais quoi, mais non, mais vous encadrez les broderies pour Julie Barbeau, mais c'est incroyable, mais j'adore son travail. Et elle me racontait ça, Sandrine, et je me disais mais attendez, je suis pas connue, comment ça se fait que cette personne me connaisse déjà et qu'elle soit autant fascinée par le fait que les encadreurs travaillent pour moi. Enfin, c'était vraiment improbable et je ne comprends toujours pas comment cette personne a connu mon travail et je ne comprends pas l'enthousiasme de cette personne, mais je la remercie quand même. Mais je ne comprends pas ce soudain entrain. Ah, c'est improbable, mais j'allais dire, c'est intéressant, mais aussi c'est reconnaissant, genre que ton travail soit reconnu, c'est trop stylé. Ah bah ça fait plaisir, c'est touchant, mais c'est quand même... ça fait quand même drôle, quoi. Ah, bah, va falloir que tu t'embauches de la sécurité maintenant. Oh, on va se calmer. Ça m'est arrivé une fois, ça ne m'est pas arrivé depuis, donc je pense que tout est revenu de façon très normale et qu'il n'y aura plus de dérapage. Jusqu'au jour, parce que nous on s'est croisés à Artem justement, où tu crois cette cliente-là à Artem, pouf. C'est vrai. Ah bah alors là, mais peut-être qu'elle ne sait pas à quoi je ressemble parce que je montre pas spécialement ma tête sur Instagram. Oui, mais Sandrine dira, c'est Julie. C'est vrai. Oui, Sandrine a le don pour présenter les gens et les mettre en relation. Voilà, coucou Sandrine. Bonjour Sandrine. Trop bien. Bah, bon, du coup, on arrive à la fin de l'interview. Merci beaucoup, Julie. Merci à toi Arthur. À une prochaine fois chez Artem. Avec grand plaisir. Bah, merci beaucoup. Ciao, ciao. À plus tard, merci. Miam 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 miam. Et voilà, c'est terminé. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode de juillet 2021. Il n'y aura pas d'épisode en août car je fais une pause, les vacances on va dire, et j'espère vous retrouver pour le mois de septembre avec de nouveaux invités. Ciao ciao.